Comment détruire un manga culte? En 2009, Dragon Ball Evolution débarque dans les salles obscures. Le résultat, 15% sur Rotten Tomatoes, des salles vides dès l'ouverture et Akira Toriyama qui renie publiquement l'adaptation de son propre univers. Un désastre si retentissant qu'il devient instantanément le symbole de tout ce qui peut foirer quand Hollywood s'attaque aux licences japonaises. Mais derrière ce fiasco apparent se cache une histoire autrement plus fascinante, car Dragon Ball Evolution n'est pas né d'un manque d'ambition ou de moyens. Au contraire, ce projet démarre avec Stephen Chow en producteur, un budget conséquent et la ferme intention de créer la prochaine grande franchise cinématographique. Alors comment passe-t-on de ces ambitions légitimes à l'un des plus beaux plantages de l'histoire du cinéma? Quels sont les mécanismes industriels qui transforment méthodiquement l'or en plomb? Bienvenue dans l'autopsie d'un échec qui en dit plus sur Hollywood que sur ses victimes. L'histoire commence en 2002 avec un coup de poker audacieux. La 20th Century Fox met la main sur les droits d'adaptation de Dragon Ball, persuadée de tenir sa poule aux œufs d'or. À l'époque, le manga d'Akira Toriyama cartonne depuis 20 ans. L'animé Dragon Ball Z fait un carton en Occident et Hollywood flaire le bon filon. Le studio rêve ouvertement d'une franchise à la Star Wars, avec des suites qui s'enchaînent et des jouets qui se vendent par millions. Mais il y a un hic de taille. Comment adapter un univers aussi délirant que Dragon Ball pour un public américain qui n'y connaît rien? Comment expliquer les boules de cristal magiques, les transformations capillaires, les techniques de combat ancestrales et les méchants venus de l'espace à des spectateurs habitués au blockbuster terre-à-terre? C'est là qu'intervient Ben Ramsey. Ce scénariste hollywoodien a travaillé comme script doctor sur divers projets et signé quelques films d'action. La Fox le recrute avec un brief impossible. They already had a script called Dragon Ball Z. But the studio and the guy that wrote it was, big Dragon Ball fan, and he knew all the lore, he knew everything. The studio said that, if you're not a Dragon Ball fan, you're not going to know what's going on in this. So they wanted somebody to bring somebody in that could kind of like bridge the gap from mainstream audience to Dragon Ball. So they wanted me to kind of like introduce the world to Dragon Ball, the Dragon Ball Z franchise. And, so I poured over the material and I was like, man, there is so much. I mean, this world is so huge and so expansive. So maybe we should do an origins story. And that means to go with Dragon Ball instead of Dragon Ball Z. Ce premier scénariste mystérieux, véritable fan de la première heure, disparaîtra dans les limbes d'Hollywood. Son nom, ses idées, son approche, effacées de l'histoire officielle. Ramsey hérite d'un projet vidé de sa substance avec pour seule consigne de le rendre mainstream. And the idea was to kind of like start off in a conventional filmmaking, conventional filmmaking tropes, and then gradually start to add all the Dragon Ball elements. So by the end of the film, we would be totally immersed in the world of Dragon Ball, and Dragon Ball Z. And then from that point, then you can go, the next film that you do can be Dragon Ball Z, and you don't have to, introduce, the people to the world. That would be almost like, like if everybody's first introduction to Star Wars was in Empire Strikes Back. People would be like, "Who's that guy? What's that? Who's that? Who's the Bigfoot? Who's the?" So you have to, so that was the approach. Mais Fox refuse catégoriquement un film pour gamins. Il faut donc vieillir artificiellement le héros, le transplanter dans un lycée américain. Goku perd immédiatement son innocence, sa naïveté, tout ce qui fait son charme. Stephen Chow accepte alors de monter à bord comme producteur. Et là, c'est le miracle sur le papier. L'homme derrière Shaolin Soccer et Crazy Kung Fu maîtrise comme personne le mélange entre arts martiaux, effets spéciaux délirants et humour décalé. I did not write that piece of shit movie. I wrote actually a pretty damn decent script. As a matter of fact, the script that I wrote attracted Stephen Chow.
to want to come in and direct it. And at that point, Stephen Chow had no desire to direct an American film. My script and wanted to direct an American film. So that, it wasn't a sucky script. It was a pretty damn good script. And it was a script that also respected the martial arts. And that's why I think Stephen Chow responded to it well, because a lot of the philosophy and everything that I put in was real martial art philosophy. En 2005, quand Ramsey rend sa version finale, tout semble aligné. Un scénariste qui a cerné l'enjeu, Stephen Chow officiellement attaché au projet, un studio qui mise gros. Le budget initial évoque même les 100 millions de dollars. Sur le papier, Dragon Ball Evolution a tout pour réussir. Reste à passer à la réalisation. Mais dès 2006, les premiers nuages s'accumulent au-dessus du projet. Le budget initialement évoqué à 100 millions de dollars fond comme neige au soleil. La Fox resserre les cordons de la bourse et Dragon Ball Evolution se retrouve avec un budget final de 30 millions. Une division par 3 qui change radicalement la donne. Impossible de rivaliser avec les blockbusters de l'époque avec de tels moyens. Pire encore, Stephen Chow commence à s'évaporer. Officiellement producteur, l'homme devient progressivement invisible. Les acteurs le découvriront de la manière la plus brutale qui soit. They told me that Stephen Chow was producing it. He directed Kung Fu Hustle. And so I was like, oh, this is going to be great. And then I get down to Durango, Mexico to film, and I find out that Stephen Chow is nowhere to be seen. He's just on paper to fool us down into the desert. I remember Chow Yun-fat and I were together when we found that out. We were just spitting in the dust together. Ce mensonge par omission révèle une pratique courante à Hollywood, utiliser des noms prestigieux pour attirer les talents puis les faire disparaître discrètement une fois les contrats signés. Chow n'a probablement jamais eu l'intention de s'impliquer concrètement dans la production. Son nom suffisait à rassurer les investisseurs et à séduire les acteurs. Pendant ce temps, le script continue de dériver loin de ses ambitions initiales. James Wong, le réalisateur fraîchement arrivé, ne connaît rien à Dragon Ball mais reste un professionnel compétent. Wong a pourtant un CV respectable. Scénariste des séries X-Files et Millennium, réalisateur de Destination Finale et Z-1 avec Jet Li, des séries cultes et des films qui prouvent sa maîtrise technique. Mais diriger Dragon Ball sans connaître l'univers, c'est comme adapter Le Seigneur des Anneaux sans avoir lu Tolkien. Techniquement possible, artistiquement suicide. Le casting révèle aussi les contraintes budgétaires. Justin Chatwin pour Goku, James Masters pour Piccolo, des choix dictés autant par l'économie que par le talent. I remember auditioning, I forget the name of the director. He was a nice guy. He didn't know anything about Dragon Ball, but he was a pretty good director, but he just didn't know anything about Dragon Ball. And I remember in the audition, I was just like, I will destroy you. And he was like, that was awesome. And I knew at least I'd have a call back after that. But they just ended up offering it to me. I don't know. I think that for that, they knew that I did a lot of stunt work, and they knew that they wanted the actor to do a lot of his own stunts for that. So maybe that was part of why they cast me. Also, I was probably cheaper than other people. I don't know. Une approche pragmatique qui révèle les vraies priorités du studio, faire du Dragon Ball au rabais. Au même moment, Akira Toriyama fait parvenir ses commentaires sur le script à la production. Ses suggestions et ses mises en garde sont poliment reçues puis ignorées. La Fox préfère faire confiance à ses propres équipes plutôt qu'à l'homme qui a inventé l'univers qu'ils adaptent. Une erreur stratégique majeure qui coûtera cher au film. Mais le train est lancé, les contrats sont signés, les décors construits, l'équipe mobilisée. Plus personne ne peut arrêter la machine, même quand les signaux d'alarme se multiplient. Direction le Mexique pour un tournage qui s'annonce déjà compliqué. Le tournage démarre en 2007, au Mexique, dans les studios de Durango. Loin des paillettes hollywoodiennes, l'équipe se retrouve dans le désert, coupée du monde. C'est là que la réalité rattrape brutalement les ambitions du projet. Sans Stephen Chow pour superviser la vision artistique, James Wong doit improviser avec les moyens du bord. Le réalisateur hérite d'un script qu'il ne maîtrise pas, dans un univers qu'il découvre. Résultat, il fait ce que tout professionnel ferait dans cette situation, il réécrit.
Cette distinction est cruciale. Ramsey, malgré ses approximations, gardait un œil sur le manga original. Wong, lui, ne connaît que le script de Ramsey. Il adapte une adaptation s'éloignant encore plus de la source. C'est le jeu du téléphone arabe version Hollywood. Chaque intermédiaire déforme le message jusqu'à le rendre méconnaissable. Les effets spéciaux, pourtant cruciaux dans un univers fantastique comme Dragon Ball, subissent de plein fouet les contraintes budgétaires. Avec seulement 30 millions de dollars, impossible de rivaliser avec les blockbusters de l'époque. Les studios de post-production font ce qu'ils peuvent, mais les Kamehameha ressemblent plus à des boules de bowling lumineuses qu'aux déflagrations cosmiques du manga. Sur le plateau, les acteurs découvrent l'ampleur des dégâts. James Marsters tente de sauver son personnage en s'inspirant directement de l'anime. I tried to be like the anime, which is that Piccolo is either stock still and the only thing animated is his mouth, and it's actually a really powerful look. It's either that or he's screaming. So it's 1 or 11. There's no 7 in Piccolo in the anime. So I tried to just be really simple or just go all the way and just scream. Justin Chatwin, dans le rôle de Goku, se retrouve coincé dans un personnage hybride impossible à incarner. Ni le gamin naïf du manga, ni l'adolescent américain convaincant. Son Goku navigue entre les registres sans jamais trouver sa ligne directrice. Le choix de situer l'action dans un lycée transforme le héros en teenager générique, privé de tout ce qui faisait son charme originel. Amy Rossum, dans le rôle de Bulma, et les autres acteurs subissent le même sort. Leurs personnages vidés de leur essence deviennent des archétypes hollywoodiens interchangeables. La fille intelligente mais attachante, le méchant sans nuance, les faire valoir sans personnalité. En post-production, plus personne ne croit au projet. Les équipes font le minimum syndical, conscientes de travailler sur un AV. Dragon Ball Evolution devient un secret de polichinelle à Hollywood, le prochain flop de la Fox. Reste à convaincre le public mondial d'aller le voir. Avril 2009, Dragon Ball Evolution débarque dans les salles américaines avec la discrétion d'un enterrement de première classe. Fox organise bien quelques avant-premières, mais l'ambiance sent déjà le roussi. Les premiers retours internes sont catastrophiques et le studio le sait. Ben Ramsey découvre l'ampleur du désastre de la manière la plus cruelle qui soit. I was all excited, man. I went down to Fox for a screening, and there were like 3 people in the studio, and I was like, what's going on here? And then I watch this damn thing. I watch Abomination, and I'm sitting there going, oh my God. Oh my God. Oh man. And then it's over. And then the closing credits come up, and the next thing you know, your name pops up with a special effect and a sound effect. It's just somebody, oh man, who wrote this shit? Ben Ramsey. I was like, oh my God, man. Le box-office confirme immédiatement les pires craintes. Aux États-Unis, Dragon Ball Evolution s'écroule avec seulement 9,3 millions de dollars de recettes. Pour un film qui devait lancer une franchise, c'est un désastre. I remember I went to the American opening night, and my son was like, I don't know, 12 years old at this time, so it was the perfect age for Dragon Ball. And we had been watching the anime together for years, and he and my daughter and I were all going out to see the film together on opening night. And he's running ahead of us, and I'm like, "Wait for us, son! Wait for us!" And he leads us into the theater, and it's packed. And it's all teenage boys and their younger brothers, their tween brothers, and it smells like body odor and hot dogs, and it's wonderful. I'm like, it's a hit. And we sit down, and this voice goes off inside me, and I think this is too good to be true. And I turn to the kid next to me, and I go, hey, excuse me, man, is this Dragon Ball? And he goes, what? And I go, is this Dragon Ball Evolution? He's like, no, man, this is Fast and Furious. Jesus, Dragon Ball. You were in the wrong theater? Yeah. So I get up and I'm just thinking in my mind, oh, please just let there be a quarter of a house in the correct theater. Let there be at least a quarter of a house, because I'm in on 3-picture deal, and I have big plans for the rest of the movies in this. And we get into the actual theater, and there was 5 people, including the 3 of us, on opening night. Were you horrified? I was horrified. It was so embarrassing. I'm a dad, and I'm showing off for my kids. Did your kid like it? Yeah.
He did. Yeah, Isn't well, that he was important? 12, and his dad was he was playing piccolo, so that was good. But yeah, the best thing is that if people haven't seen it, I hope that stays that way. La promotion internationale ne sauve rien. Dragon Ball étant né au Japon, les espoirs se reportent sur l'Asie, mais même là, l'accueil reste poli au mieux. We went to Japan, and they were very quiet. There's like 5,000 people watching the movie, and there was like very polite applause. And I was like, well, they weren't very excited about us. Because I was still in denial. Maybe this is a good film. You know how Oh, so yeah, in the beginning, you're like, oh, wait, maybe I'm just too close to it. Exactly. And then you realize quickly, what's that feeling like when there's 5,000 people in an audience and they're not responding the way you were hoping? What does it do to you? Well, the first thing that I thought is, well, how rude. Well, they're not. Japanese people are supposed to be so polite. I thought so. What are they doing? Or, you go like, maybe it's cultural. Maybe silence is good in Japan. But it wasn't silence. It wasn't like respectful silence. It was more like, oh, well, now we get to leave. And it was like this slow dawning, sinking feeling that it was just really horrible. Au final, le film termine sa course avec 55,7 millions de dollars mondiaux, un chiffre qui masque l'ampleur du désastre. 83% des recettes viennent de l'international. Les conséquences sont immédiates. La Fox annule discrètement tous les projets de suite, les contrats multifilms deviennent lettres mortes, Dragon Ball Evolution rejoint le cimetière des franchises mort-nées d'Hollywood. L'onde de choc de l'échec dépasse largement les simples pertes financières. En quelques mois, le désastre redessine complètement la carte des responsabilités et des stratégies dans l'industrie. Ben Ramsey devient malgré lui la figure de proue de l'échec. Son nom s'associe instantanément au projet raté, éclipsant 15 ans de carrière hollywoodienne. Le véritable bouleversement se produit au Japon. Akira Toriyama, jusqu'alors en retrait de sa création, reprend brutalement les commandes. La colère du maître face au massacre de son univers le pousse à sortir de sa semi-retraite. Dès 2013, il supervise personnellement Battle of God, puis écrit le scénario de la résurrection de F, avant de lancer Dragon Ball Super, un renouveau créatif directement né de la frustration hollywoodienne. L'industrie américaine tire ses propres leçons, mais lentement. Les studios développent une paranoïa nouvelle vis-à-vis des adaptations d'animés. Pendant des années, les projets similaires stagnent dans les limbes du développement, les dirigeants redoutant de reproduire la même débâcle. 15 ans plus tard, Dragon Ball règne plus que jamais sur la pop culture mondiale. L'adaptation ratée n'est plus qu'un lointain souvenir, une curiosité embarrassante que même les fans préfèrent oublier. Au final, l'histoire de Dragon Ball aurait pu s'arrêter là. Un accident industriel, une leçon apprise, un chapitre clos. Mais depuis, Hollywood récidive avec la même obstination destructrice. Death Note en 2017 reproduit exactement les mêmes erreurs, même mépris du matériau source, même arrogance culturelle, même résultat catastrophique. Saint Seiya en 2023 enfonce le clou. L'industrie semble condamnée à répéter mécaniquement les mêmes fautes comme frappée d'une amnésie sélective. Pourtant, entre-temps, les contre-exemples se multiplient. James Cameron respecte scrupuleusement Gunn pour créer Alita en 2019 et le film fonctionne. Netflix garde l'ADN de One Piece intact en 2023 et les fans applaudissent enfin. La preuve que la recette existe bel et bien. La formule n'a pourtant rien de mystérieux. Respecter ce qui marche depuis des décennies plutôt que de tout refaire selon ses propres codes. Mais cette simplicité semble insurmontable pour des studios persuadés de détenir la science universelle du divertissement. Dragon Ball Evolution révèle donc une pathologie plus profonde qu'un simple échec ponctuel. Il expose une arrogance culturelle qui pousse Hollywood à corriger systématiquement des œuvres qui se portent très bien sans son aide. L'adaptation de 2009 n'était pas un accident de parcours, c'était un symptôme d'une maladie chronique. Et tant que l'industrie refusera d'admettre qu'elle peut apprendre des autres, elle continuera à produire des désastres du même calibre. Certaines leçons, visiblement, ne s'apprennent jamais, même à coups de millions perdus.